Dans le fond, il en reste 7 producteurs laitiers à Neuville. Moi, j'ai 60 ans. Quand on a commencé, nous, avec mon père, mon grand-père, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait une ferme à toutes les maisons. À toutes les maisons, je peux toutes vous les nommer, partir du bout là-bas et descendre au village, il y en avait une à chaque maison, il y avait une ferme. Je pense que c'est important de garder nos fermes. Puis c'est sûr qu'avec les projets que la ville avance, c'est sûr qu'on va perdre. Mais on sait très bien que les développements résidentiels, ça s'élargit chaque bord. Fait qu'un jour, c'est sûr que ça va disparaître, les fermes, si on ne tient pas à cœur nos fermes. Denis Larue parle ici du délitement de l'agriculture au Québec, entamé depuis son enfance. Son allocution, il l'a fait pendant un rassemblement citoyen contre les projets de développement à Neuville qui ont mobilisé une partie importante de la population. Cette mobilisation laissait entrevoir les polémiques qui auraient lieu lors des élections à venir, quelques mois plus tard, lors de mon terrain. Je reviendrai là-dessus plus tard, mais commençons par le Neuville d'antan qu'évoque M. Larue, si important pour comprendre le Neuville d'aujourd'hui. Depuis le début du peuplement à Neuville en 1665, les Neuvillois pratiquent principalement l'agriculture, et cela resta inchangé jusqu'à la Révolution tranquille. Neuville conserva sa vocation agricole généralisée jusqu'aux années 60. L'organisation sociale de la communauté est la même que celle que l'on retrouve dans les autres paroisses à vocation agricole du Canada français jusqu'à la modernisation du Québec. Ainsi, son territoire est habité et développé par des familles qui cultivent la terre familiale d'une génération à l'autre. Le sociologue Fernand Dumont explique ce système de transmission du patrimoine foncier quand il dit « En principe, la terre, qui ne peut se subdiviser à l'infini, est cédée à l'un des fils chargé d'aider à l'établissement des autres enfants, ce qui comporte parfois de lourdes obligations. Si les moyens le permettent, il sera loisible d'acheter d'autres terres à proximité ou plus loin. À moins que l'on ne devienne journalier agricole en vue d'amasser quelques pécules ou que l'on ne s'emploie au village prochain, la migration s'impose. Elle est le lot du grand nombre. » Ce système de transmission du patrimoine terrien et d'immigration est caractéristique de la Nouvelle-France et sera la norme jusqu'à la modernisation de la société québécoise. Les terres des paroisses sont acquises et développées par les descendants des familles déjà installées à Neuville. Ce système fait en sorte que les liens de parenté se déploient partout dans la paroisse. Les Bellans, les Côtés, les Mas, les Langlois, les Larue, les Alain, les Rochettes, les Noreau, les Dubuc, les Angers, les Gaudreau sont à Neuville ces familles qui sont aujourd'hui encore bien présentes. La paroisse consiste donc en un ensemble de réseaux interfamiliaux dans lequel la famille agit comme une unité de production et de consommation quasi autosuffisante. L'autosubsistance est restée la réalité économique quotidienne des fermes de la région de Québec et des autres régions de la province jusqu'à la fin de la Grande Dépression des années 30, mis à part pour quelques denrées achetées dans les marchés locaux. Étienne me racontait « Il se fait même affaire. À ce temps, c'est des grandes cultures. À l'époque, chaque cultivateur avait sa petite terre. Je te parlais tantôt des terres de 3 arpents de large, l'un à côté de l'autre. Chacun faisait sa subsistance. Fait que tu faisais tes légumes, tes vaches, ton lait, tu vendais un peu de lait, tu vendais du sirop d'érable. Mais tu sais, c'était une culture de subsistance pour tout le monde, tu sais. En 7 ans d'autonomie vis-à-vis du marché, le travail sur la ferme familiale était consacré à la confection des biens nécessaires à la vie. Nourriture, bois de chauffage, vêtements, couverture, réparation et construction. En plus de l'importance sociale capitale de la famille, les gens côtoyaient leur voisinage et plus largement celles et ceux qui habitaient le même rang qu'eux. La Deuxième Guerre mondiale puis la reconstruction de l'Europe créèrent une conjoncture favorable qui fit augmenter les revenus des agriculteurs. Comme pendant la Première Guerre mondiale, ils entament un mouvement de spécialisation vers les productions les plus lucratives, dont la production laitière. Toutefois, l'après-guerre occasionna une stabilisation des revenus et même, par la suite, une période de défléchissement des prix. Au tournant des années 50, on assiste à une véritable crise agricole. L'offre de la production qui est supérieure à la demande en est la cause. La demande diminue quand les systèmes agricoles européens retrouvent leur vigueur. Les prix des denrées chutent drastiquement, ce qui occasionne une baisse de revenus pour les producteurs. Comme solution pour compenser la baisse des prix à l'unité, les agriculteurs tentent de produire davantage pour retrouver les revenus d'autrefois. Cette tentative généralisée enferme l'agriculture québécoise dans un cercle vicieux de surproduction qui, par le fait même, augmente l'offre et diminue d'autant plus la valeur des denrées produites. Pour sortir de la crise, le gouvernement jugea que l'agriculture au Québec était trop orientée vers la satisfaction des besoins domestiques.
Sa vision du développement de l'agriculture se résume ainsi. Il faut qu'un groupe toujours plus petit d'agriculteurs réussisse à fournir assez de produits agricoles pour nourrir l'ensemble de la société, ce qui libère de la main-d'œuvre pour une quantité de plus en plus grande de biens et de services qui constituent ce que nous appelons le confort moderne. Et en effet, on assista à une diminution drastique du nombre de fermes, lesquelles devaient se spécialiser sur les productions les plus prometteuses et lucratives et grossir pour chercher à atteindre la rentabilité. Les entreprises commerciales dont la taille ne cessèrent depuis d'augmenter se substituèrent aux fermes quasi autosuffisantes. Cependant, même si la productivité augmenta grandement, le coût des investissements dépassa pour plusieurs les espoirs de rentabilité. C'était tôt que l'endettement non seulement a nui à la relève agricole, mais il orienta nombre de décisions des agriculteurs et agricultrices quant au mode de production et aux denrées produites. Le choix est simple pour les agriculteurs. Soit ils grossissent et se conforment, soit ils abandonnent, désintéressés par les mutations de l'agriculture, et vont travailler dans les industries florissantes des villes. Les maigres revenus et l'endettement cumulatif exacerbent les transformations dans le monde rural où les cultivateurs deviennent entrepreneurs prolétaires, c'est-à-dire autre chose que des cultivateurs. Voilà autant de facteurs qui ont contribué au déclin et au délaissement graduel de l'agriculture au Québec. Ainsi, Neuville a changé. Mais elle change aussi à cause d'un phénomène qui se produit en parallèle, la démocratisation du mode de vie moderne et le développement des banlieues. Avant la Seconde Guerre mondiale, seuls les bourgeois avaient accès à ce mode d'habitation. C'est seulement après cette guerre que les grandes agglomérations nord-américaines, y compris au Québec, vont faire l'expérience du phénomène de la banlieusardisation. Le mode de vie banlieusard, avec la maison unifamiliale comme forme résidentielle modèle, va lentement se démocratiser dans l'après-guerre, ce qui mena à un déplacement massif de la classe moyenne et de certains segments de la classe ouvrière vers les banlieues. C'est à cette époque que l'idéologie du à chacun sa voiture, son panier de basket, sa télé, sa piscine et son barbecue apparaîtra, contrastant fortement avec le mode de vie communautaire qui dominait largement jusqu'alors. Le mode de vie banlieusard s'inscrit en faux avec l'autonomie du mode de vie paysan des familles agricoles québécoises, dont la sociabilité familiale et de rang était forte, même essentielle, au moment de l'introduction généralisée de l'économie de marché et de l'apparition de la société de consommation dans la province. Le sociologue David Dupont résume les changements qui s'opèrent au niveau de la cellule familiale. C'est ainsi que les couples et leurs enfants tendent à se distancier de leur famille d'orientation. La famille devient, et le terme est approprié, nucléaire. En fait, elle s'isole non seulement de la parenté par rapport au travail et à l'éducation, mais aussi au niveau de la sociabilité. La famille socialise dès lors les enfants pour en faire des êtres autonomes relativement à la famille, une autonomie qui est toutefois dépendante de l'argent. À Neuville comme ailleurs, les aspirations induites par l'idéal de la banlieue basée sur la consommation et l'épanouissement individuel ont largement remplacé les aspirations associées à l'agriculture, soit l'idéal de la famille élargie et du voisinage. Ce développement fulgurant des banlieues a aussi eu lieu à Neuville. Avec les années 1960, la population de l'est du comté de Portneuf s'est mise à augmenter de façon importante à cause de l'expansion résidentielle et économique de l'agglomération de Québec. De 1961 à 2006, la population de Neuville augmenta de 2000 habitants, passant de 1619 à 3638. Des citoyens aux professions multiples et autres qu'agricoles, souvent au mode de vie banlieusard, vinrent alors s'installer à Neuville, territoire maintenant périurbain car en mutation autour d'une grande ville. C'est ce qui explique son côté bigarré et les différents secteurs qui la façonnent. Le village est constitué d'une quantité remarquable de maisons et de bâtiments patrimoniaux. Ses résidents ont à cœur de préserver ce patrimoine qui, d'ailleurs, les a souvent poussés à déménager au village. Aujourd'hui, d'après plusieurs Neuvillois avec qui j'ai échangé, la majeure partie des gens qui y habitent sont des non-natifs, même si des natifs souvent âgés y vivent aussi. Ils descendraient directement pour une partie d'entre eux au moins des familles souches. L'ouest de Neuville, appelé le haut de la paroisse, est encore aujourd'hui associé au monde agricole. Sa vocation rurale protégée par la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et son emplacement géographique l'éloignent de l'influence de la ville de Québec et mettent le secteur à l'abri de l'étalement urbain. Bien que 2 producteurs de lait y résident, l'est de Neuville ou le bas de la paroisse est devenu un secteur surtout résidentiel, spécialement depuis la construction de Place des Îlets.
Ce développement résidentiel datant de 1988, constitué principalement de maisons unifamiliales sur les abords du fleuve, a plusieurs traits qui s'apparentent à une banlieue. À Neuville, on parle d'un vieux Place des Îlets auquel s'est ajoutée une extension en 2010, le nouveau Place des Îlets. Ce secteur est quasi unanimement associé aux non-natifs, ou, autrement dit, aux nouveaux arrivants. Place des Îlets est souvent pointée du doigt comme étant l'archétype de la banlieue à Neuville et par extension, on tient responsable ces résidents pour les changements qui ont lieu à Neuville. Certains résidents natifs parlent de ces citoyens comme étant des pousseux de crayon, puisqu'ils seraient des professionnels ayant une formation universitaire insensibles aux réalités agricoles. On retrouve dans 3 autres secteurs de développement résidentiel qui s'apparentent à celui de Place des Îlets. Il y a celui plutôt cossu de la rue Vauquelin qui longe le fleuve et qui est, par le fait même, parallèle à la route 138. L'autre secteur du même genre se trouve au nord-ouest du territoire de Neuville, tout juste au nord de l'autoroute 40. Le reste de la population est quant à elle dispersée le long des rues, des routes, des chemins et des rangs du territoire neuvillois. Ce sont des gens relativement différents qui résident dans les secteurs de Neuville. Ils sont le reflet des occupations et des conditions socio-économiques diversifiées de la municipalité. Toutefois, un nombre important des nouveaux ménages sont des jeunes familles et comme la plupart des Neuvillois, leur priorité est le noyau familial et la tranquillité. L'exception, on la trouve chez les cultivateurs. S'il est clair que la communauté de Neuville est polyphonique, parfois elle est harmonieuse et parfois on y perçoit des dissonances, de la discorde et de la mésentente. Cela s'explique par des aspirations relatives à l'avenir de Neuville multiples et divergentes. Les élections municipales qui ont eu lieu à l'automne 2021 ainsi que les consultations et les débats entourant 3 projets de développement ont révélé les divergences de valeurs. Chance et opportunité, je ne sais trop, mais le hasard fit bien les choses, car les élections municipales eurent lieu le 7 novembre 2021, au beau milieu de mon séjour sur le terrain. Belle coïncidence pour moi qui m'interrogeais sur les relations sociales au sein de la municipalité de Neuville. 2 partis aux aspirations divergentes quant à l'avenir de la municipalité y présentèrent des candidats. L'équipe du maire sortant faisait face à une rare opposition menée par le nouveau parti Action politique Neuville, créé en vue de ces élections. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, le maire sortant ne fut pas réélu par acclamation, mais plutôt par une majorité des voix s'élevant à un peu moins de 58%. Cette opposition inusitée n'arrive pas de nulle part. En novembre 2020, le conseil municipal annonça qu'il allait faire une demande d'exclusion d'une partie de son territoire agricole auprès de la Commission de la protection des terres agricoles du Québec pour un projet de lotissement d'environ 400 maisons. Et ça, des 2 côtés de la rue Gravel, à l'est de Neuville. On annonça aussi 2 projets de construction sur le bord du fleuve, l'un dénommé Commodore Neuville et l'autre les Belles Marées. Le premier est un projet d'habitation à condominium de 28 logements sur 4 étages avec locaux commerciaux au rez-de-chaussée, l'autre une maison pour personnes âgées de 3 étages. Ces projets ont émergé dans un contexte où il manquait de logements à Neuville, tout particulièrement pour les personnes âgées. Finalement, seul le projet d'habitation pour personnes âgées, dont la moitié des unités seront des logements sociaux, verra le jour à Neuville. L'opposition quasi générale de la population au projet de condominium sur les abords du fleuve et le refus par la CPTAQ de dézoner les terres visées par le projet de lotissement auront eu raison des autres projets. Mais les remous créés par ces projets de développement et les élections qui ont suivi ont révélé des aspirations divergentes à Neuville. Il est difficile de déterminer quel groupe de la population a voté pour le parti du maire, souvent en faveur des développements. Ce parti était largement associé, dans les discours, aux natifs, aux agriculteurs et aux banlieusards. Tandis qu'Action citoyenne Neuville était le parti associé aux non-natifs, aux gens détenant des formations universitaires et à la conservation de Neuville. Si déterminer qui a voté pour qui n'est pas simple, on peut facilement comprendre que la communauté de Neuville était divisée par les projets de développement. Dans le dernier chapitre de mon mémoire, je tente d'analyser, à travers les valeurs et les aspirations des différents groupes de la population neuvilloise, lesquels se sont retrouvés dans les propositions de l'un et l'autre parti. Mais ce sur quoi je voudrais m'attarder ici, ce sont les aspirations différentes qui se côtoient au sein de la communauté neuvilloise et d'où elles émanent. Aux élections de 2021, la majorité de la population a exprimé son accord pour que l'équipe à la tête de la municipalité continue sur sa lancée, soit de travailler à un Neuville axé d'abord et avant tout sur la famille. L'idée chère au projet présenté par Action citoyenne Neuville, axé sur la communauté que les familles neuvilloises pourraient constituer ensemble, aura donc été moins populaire, même si une partie importante de la population l'a appuyé.
Au Québec et ailleurs, l'indépendance acquise par rapport à la famille et au voisinage, encouragée notamment par le développement de la société de consommation, a permis aux individus de s'affirmer davantage à travers leurs aspirations. Ainsi, sous l'impact du changement de valeur dû à l'introduction des idées de la ville à la campagne, la vie rurale a définitivement changé et une forme d'homogénéisation des valeurs s'est amorcée. Le développement de nouveaux quartiers de type banlieue et l'arrivée de nouveaux résidents dans les campagnes en est la marque patente. Cette homogénéisation est toujours en cours et c'est ce qui fait que deux mondes différents semblent toujours coexister dans certaines municipalités comme Neuville. Quand on y regarde de plus près, cependant, les oppositions se brouillent et des événements particuliers permettent d'entrevoir la complexité des perspectives, voire des contradictions chez les mêmes personnes, mais également plus de convergence qu'anticipée. Car tout le monde vit sensiblement un mode de vie urbain ou y aspire. Personne ne retournerait dans le passé pour vivre une vie dont le confort d'aujourd'hui n'existe pas. Le mode de vie moderne est quasi unanimement encensé, même si on reste attaché à la tranquillité du monde rural, à l'héritage agricole, à la beauté des vieilles maisons et du paysage et à une communauté tissée serrée, la priorité pour à peu près tout le monde est le noyau familial, l'épanouissement de l'individu et ses aspirations. Pour la vaste majorité des Neuvillois, une vie bonne s'articule autour de la famille nucléaire. Toutefois, certains Neuvillois aspirent à autre chose et c'est ce qu'il y a d'original là-bas. Pour les familles agricoles, une vie bonne ne s'appuie pas seulement sur l'idéal moderne et l'idéologie globalisante. Ces familles sont encore attachées, de gré ou de force, à l'ancien monde. À propos de la société canadienne-française d'autrefois, le sociologue Daniel Dagenet parle de l'impossible destin de l'individu et de la non-réalisation de soi qu'impliquait la transmission au fils de la terre reçue en cadeau de mariage. Au cours de ce cycle de reproduction intergénérationnelle, le père de famille, vers l'âge de 60 ans, transférait la quasi-totalité des avoirs familiaux aux enfants. Aujourd'hui, les cultivateurs transmettent encore la terre à leur fille ou à leur fils, même si elle n'est pas nécessairement l'objet d'un cadeau de mariage. C'est seulement à partir du moment où un agriculteur ou une agricultrice apprend que sa descendance ne veut pas reprendre la terre familiale, ainsi que le mode de vie qui est associé, que ce propriétaire peut vendre le patrimoine familial à un étranger et jouir des gains obtenus en tant qu'individu. Autrement dit, la rupture de la base même de la reproduction de cette race du monde, pour reprendre les mots de Victor Lévy-Beaulieu, permet l'assouvissement d'un bonheur associé à l'idéal moderne de la vie. Il existe très certainement des agriculteurs qui ont préféré vendre leur terre plutôt que de la céder très en deçà du prix du marché à leurs enfants pour profiter du capital acquis après la vente de la terre, mais ce n'est pas ceux-là que j'ai rencontrés à Neuville. Tous ceux rencontrés ont choisi de reproduire leur race de monde, enfants comme parents. Ainsi pour eux, la vie bonne est associée à un bonheur qui n'est pas axé sur le développement de l'individu, mais sur la perpétuation d'un mode de vie et de sa culture. En ce sens, il y a encore une reproduction locale, non moderne, à Neuville. Mais Neuville change encore. Comme plusieurs autres municipalités périurbaines, elle se retrouve face au défi de devoir répondre à la fois aux aspirations du monde agricole et du monde banlieusard, puisque c'est ça que le monde veut. C'est ce que me disait William, un élu municipal, alors que je lui demande candidement pourquoi développer. Moi, Antoine, regarde, moi je suis issu d'une famille agricole. Ouais. Et je suis un des témoins là, privilégiés de voir qu'est-ce qu'il y a en a. Moi, quand j'étais tout petit, à 8, 9, 10 ans, là, la seule chose que je pouvais faire, là, c'est de faire du motocross dans les champs. Ouais. La seule chose que je Ça avait pouvais faire. changé. OK? Là, il y en a moins. Puis les gens, mes amis, là, qui étaient également issus de familles agricoles, aujourd'hui, la majorité ne sont plus dans le milieu agricole. Alors, ces gens-là souhaitent demeurer à Neuville. Mais il y a cette pression-là, il n'y a pas d'espace. Alors, nous, on est comme confrontés à répondre à des besoins, tant de la base agricole que de la base banlieue, puis de faire en sorte d'arriver, puis de faire une cohabitation harmonieuse de tout ça.